Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la nouvelle série Elles font la mode. Vous êtes-vous déjà demandé comment le t-shirt que vous portez a été fabriqué ? Non mais je veux dire, vraiment fabriqué. Pas seulement dans quel pays et dans quelles conditions, mais qui est l'agricultrice ou l'agriculteur qui a récolté la matière première ? Qui est là ou le modéliste, la teinturière ou le teinturier ? Comment fonctionne l'usine dans laquelle il a été confectionné ? Dans cette série, Elles font la mode, j'ai décidé de partir à la rencontre de celles que l'on ne voit pas, de ces femmes qui œuvrent dans l'ombre à la fabrication de nos vêtements, loin des visages d'Instagram. Elles sont agricultrices, modélistes, teinturières, travaillent dans la confection ou dans les usines de fabrication, et elles font la mode. Pour le deuxième épisode de cette série, je vous emmène dans un jardin tinctorial à la rencontre d'Aurélia Wolf, artisane teinturière. Personne ne pourrait deviner qu'en plein cœur du 13e arrondissement de Paris se cache un immense jardin de 300 mètres carrés en permaculture, abritant une multitude de végétaux utilisés pour teindre nos vêtements. Pour l'enregistrement, avec Aurélia, nous nous sommes installés dans son atelier, un cube de bois trônant au milieu de ce merveilleux jardin. À l'intérieur, des livres, des coussins aux motifs psychédéliques et une cuisine au carrelage blanc sur laquelle reposent des immenses marmites. Il suffit de lever les yeux pour remarquer qu'au plafond flottent des tissus aux couleurs pastel. Avec Aurélia, nous avons parlé de teinture végétale, d'une enquête d'un journaliste américain sur l'indigo et de Frida Kahlo. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à venir témoigner sur le podcast. Donc dans cet épisode, on va beaucoup parler de teinture, évidemment, Oui. Qui est une étape quand même cruciale dans la mode. Toi, tu fais de la teinture végétale, donc à partir de plantes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement ? Tout à fait. En fait, la teinture végétale, qui est vraiment une pratique très très ancienne, consiste à imprégner la fibre des colorants naturels contenus dans les plantes. Donc il y en a de nombreuses sortes et pour faire en sorte que la couleur reste bien fixée dans le tissu, on fait un traitement du tissu avant de teindre qui s'appelle en général le mordançage. C'est pas le cas de toutes les teintures, mais quand même en grande majorité. Donc on imprègne notre tissu dans un mordant. Et ensuite, on fait l'étape de teinture et on fixe ainsi les couleurs, les jaunes, les rouges. Alors, pas le bleu, justement, qui se travaille différemment avec la cuve d'indigo, qui est vraiment une catégorie de colorants et de pratiques de teinture assez différentes. Et puis, une fois qu'on a fait rouge, jaune et bleu, finalement, on peut faire tout le spectre. Donc, voilà, la complexité de la teinture végétale, finalement, c'est de bien préparer sa fibre pour bien capter la couleur naturelle. Okay. Et ensuite, de réussir à faire des couleurs composées qui tiennent bien dans le temps, donc qui résistent au lavage et à la lumière, notamment. Et sur les fibres, que ce soit des fibres animales ou des fibres cellulosiques végétales, on arrive à faire une grande palette de couleurs. Ok, génial. Et donc, alors, si on doit décrire un peu les étapes, oui. Donc imaginons, j'ai un t-shirt. Oui. Que je voudrais teindre en rouge. Comment ça marche ? Alors la première étape, en général, on se demande quelle est la fibre, en quoi est fait ce t-shirt. Okay. Alors généralement, du coton, pour le jersey de coton. T-shirt. On va donc faire cette première étape de fixation, si on veut, donc de préparation du tissu. Le mordançage, ça consiste souvent, alors soit à imprégner donc d'une solution de mordant, ou alors à faire bouillir avec le mordant. Et ensuite, c'est prêt. On peut d'ailleurs faire la teinture. Pas tout de suite, plus tard. Donc d'abord cette étape-là, mordançage. Et ensuite, alors si on fait du rouge pour faire du rouge, on n'a pas énormément de plantes à disposition. En Europe, la plus connue et historiquement la plus utilisée, c'est la garance. Donc les racines de garance qui contiennent ces colorants.
Donc si on a cultivé la plante, il faut la laisser un certain nombre d'années en terre, ensuite extraire les racines, les faire sécher, les décortiquer, les broyer. Voilà, tout ça pour avoir la racine séchée en poudre, qu'on met à bouillir, on fait une décoction. Donc c'est souvent l'étape quand même première pour libérer les couleurs, les colorants de la plante, c'est qu'on fait bouillir les plantes par cette décoction. Et on a la chance que les colorants soient solubles, donc ils se mettent en solution dans l'eau. On n'a plus qu'à filtrer, on enlève nos petits morceaux de plantes et on a notre bain de teinture qui est un jus très coloré, donc qui contient à la fois tous ces colorants mais aussi plein d'autres substances que libère la plante qui peuvent être utiles pour la couleur et qui peuvent être utiles même d'un point de vue médicinal par exemple, ça peut se transférer dans la fibre. Bref, on récupère notre t-shirt mordancé et on l'imprègne dans ce bain de teinture. Et là, on refait chauffer. La montée en température, elle est vraiment importante. On peut en général faire un petit peu bouillir pendant 15 minutes à 1 heure. On laisse un peu refroidir, on rince et on fait sécher. Ok. Et voilà. Génial. Et là, normalement, la couleur est fixée dans le tissu, bien rouge si on a bien fait notre concentration de plantes et c'est prêt à être utilisé. Ok, génial. Et alors, avec quels végétaux on peut teindre du tissu ? Évidemment, on va peut-être pas tous les citer, mais Oui. pour les principaux. Alors, les principaux, donc pour le rouge, la garance. Il y en a d'autres, évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça, en tout cas en Europe. Après, dans la famille des rubiacées, des plantes qui permettent de faire notamment des rouges, il y en a d'autres. Pour les jaunes, on pourrait citer le réséda, la gaude, qui est vraiment la plante du jaune par excellence, mais il y en a pas mal d'autres qu'on trouve assez facilement. Par exemple, moi je me suis beaucoup amusée avec les fans de carottes qui contiennent des colorants intéressants. Je peux citer les vergerettes, je peux citer les fleurs de sophora. Donc c'est le bouton de fleur d'un arbre. Les racines de rhubarbe qui font des jaunes plus ocre. Bon, voilà quelques exemples du jaune. Et puis ensuite on a les bleus. Donc les plantes à indigo qui donnent du bleu, donc par exemple le pastel qui est une plante à indigo qu'on connaît bien en France, mais aussi le bleu de persicaire ou les bleus des indigotiers tropicaux, mais en fait c'est un peu même système de pigments indigotine qui permet de faire la cuve de bleu. Et ensuite, alors les couleurs type orange par exemple, donc certaines fleurs comme les cosmos ou les coréopsis. Le néflier aussi, c'est un arbre qui permet de faire un petit peu ses palettes. Le henné, qu'on connaît plus pour les cheveux par exemple, mais qui est aussi une plante qu'on utilise en teinture. Tout ce qui va être vert sont des couleurs composées de jaune et bleu. Il y a rarement de vert direct, on n'en fait pas comme ça tellement, même si les plantes sont vertes. Ensuite, les gris se font avec des réactions au fer par les tanins que contiennent les plantes. Donc tous les gris, les noirs, les marrons très foncés se font avec des plantes à tanins, donc le chêne, le châtaignier par exemple, ou le noyer, qui permettent de faire des marrons très foncés, ou des gris, ou des noirs. Et qu'est-ce que j'ai pas cité comme couleur ? Des teintes kaki aussi se font comme ça, par nuançage au fer, on appelle ça. Donc sur des jaunes souvent. Et après, on peut aussi trouver moi, j'ai beaucoup fait de roses avec les peaux d'avocat qui contiennent des colorants assez solides et qui font en bain direct de très jolis roses très doux et qui tiennent très bien. Voilà. Ok, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et alors toi, comment tu t'es formée au métier de teinturière et comment tu as découvert ce métier ? C'est un peu mystérieux en fait. Je faisais de la mode déjà, mais je faisais pas mes propres teintures. Je commandais des couleurs par contre à des teinturiers parce que j'aimais vraiment énormément la couleur. Et j'avais 1 ou 2 livres comme ça. J'ai eu envie d'approcher plus la teinture. Et en me renseignant, en essayant de rencontrer un peu, d'identifier les personnes de cette communauté de la teinture végétale qui est une communauté qui grandit, mais finalement assez facile à rencontrer. J'ai identifié Michel Garcia,
qui est quelqu'un qui a fondé un jardin, un lieu incroyable qui s'appelle Couleur Garance. Et donc, je me suis formée auprès de lui après avoir un peu commencé à expérimenter, en fait, avec des livres, etc. Mais bon, rapidement, il faut quand même plus de bases techniques. Donc, c'est Michel Garcia qui m'a formée, qui continue de me former, qui me suit, qui a préfacé mon livre, qui était là récemment au jardin pour une visite botanique. Et je continue, d'ailleurs, c'est un peu infini la formation, de faire d'approfondissements avec lui. Et puis, j'ai découvert, en fait, par la famille, que j'avais des teinturiers, en fait, dans ma famille. Mes arrière-grands-parents qui faisaient du noir. Ça, je l'ai appris récemment. Je me dis, c'est marrant, il y a comme une filiation. Ouais. Et puis, et voilà. Ok, c'est intéressant, ouais. C'est drôle de se rendre compte que finalement, dans notre famille, on avait des gens qui faisaient ça, parce que d'ailleurs, c'est pas nouveau. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus avec ce mouvement de mode plus responsable, plus consciente, plus raisonnée, ce retour un peu à la nature. Mais finalement, le pouvoir colorant des plantes, on l'utilise depuis, je sais pas d'ailleurs, depuis combien de temps Depuis la préhistoire. Okay. Ouais, depuis très très longtemps, il y a des traces archéologiques et des archives très anciennes. Et la pratique a été assez vite complexe finalement. Il y avait du tissage, il teignait des fils qui étaient transformés, il y avait déjà des mordansages, on faisait de l'indigo. Et finalement, c'est vraiment une pratique qui date, et à une époque peut-être où on savait mieux observer les plantes et comprendre certaines interactions, comprendre certains mécanismes, et beaucoup de choses étaient déjà utilisées. Alors selon les régions du monde, évidemment, il y avait des sources différentes, mais on trouve toutes ces molécules dans les plantes. Voilà, l'indigo, on en a eu partout, que ce soit au Japon, en Afrique, en Amérique latine. Il y a des plantes à indigo partout, il y a des plantes de jaune, des plantes de rouge. Donc c'est vrai que c'est une pratique très ancienne. Il y a même beaucoup d'écrits anciens. Et puis ensuite, c'est une aventure humaine, d'artisans, mais aussi politique, économique. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Des plantes qu'on a abandonnées, des plantes qu'on a voulu favoriser ou cultiver, qui du coup ont ouvert un peu des chemins et on a laissé tomber certaines choses. Voilà. Et aujourd'hui, on redécouvre peut-être l'envie de se connecter au vivant, de chercher les couleurs naturelles dans les plantes plutôt que dans la synthèse. Et c'est sûr que ça comporte beaucoup d'avantages. Et en même temps, on peut faire un chemin d'analyse différent et de sélection différente des plantes pour leur disponibilité, pour la qualité de certains colorants, où il y a des bienfaits aussi qui se transfèrent dans les fibres et qui peuvent être intéressantes. Donc c'est vraiment, oui, actuel d'aller revisiter tout ça. Ouais, c'est extrêmement intéressant, et on va détailler un petit peu tout ça. Avant, j'aimerais juste qu'on dise un petit mot sur le lieu dans lequel on est aujourd'hui, parce que c'est assez atypique. On est dans un jardin en plein Paris. C'est pas commun. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce lieu, comment l'idée est née, comment il a germé, comment tu l'as construit, enfin voilà, un petit peu tout ça en quelques mots. C'est un deuxième lieu pour Hall, puisqu'avant on était dans le 11e, on avait un atelier boutique avec un atelier plus petit, mais un espace un petit peu bureau, showroom qui donnait sur rue. Mais j'avais vraiment envie d'aller au jardin, de montrer qu'en ville, on peut quand même trouver du vivant, du végétal, et de faire comme un petit témoin, une petite structure pilote, laboratoire en ville. Et donc j'ai candidaté à Pariculteur, à ce dispositif qui existe depuis plusieurs années, qui permet de proposer un projet sur des parcelles. Donc ici, c'est le terrain qui appartient à la crèche Max Jacob, et ils avaient toute cette surface qui fait quand même 300 mètres carrés, en pleine terre et en plus accessible de la rue, qui était devenue un peu une friche. Ils profitaient pas de cet espace, voilà. Donc ils l'ont mis dans Pariculteur. On a candidaté et on a été lauréat. Donc c'était vraiment génial. Ça représentait finalement la bonne surface pour nous, parce que bon, c'est un métier de faire de l'agriculture urbaine et puis de s'occuper d'un jardin. Donc là, ça reste gérable pour une petite équipe. Et donc il est planté. Enfin, on a fait un peu des amendements au sol et on a mis les plantes en terre. Printemps 2020, donc juste après la sortie du confinement. Et donc ça faisait déjà quelques mois qu'on travaillait un peu le jardin. Donc ça fait finalement 2 ans qu'il
il existe, il fleurit, les plantes évoluent, on a intégré aussi des nouvelles. Et en fait, évidemment, c'était logique d'avoir l'atelier au jardin, de pouvoir composter nos restes de bain, récupérer l'eau de pluie, aller de la plante à la terre et d'essayer de faire un cycle comme ça un peu vertueux, de fermer cette boucle. Et j'ai cherché des artisans pour créer comme une tiny house en fait, un atelier en bois, un peu comme un atelier traditionnel, et en même temps équipé vraiment pour la teinture, pour les besoins de notre pratique et aussi pour accueillir des workshops. Donc c'était un peu un rêve évidemment, qui a mis un peu plus de temps à se concrétiser. Et pour lui, ça fait 1 an qu'on est là. Ok. Donc été 2021, et avec des grandes fenêtres, avec un petit peu de lumière zénitale aussi. Et oui, on a vu sur ce jardin. Sur le jardin, la possibilité d'aller cueillir, transformer et de travailler plus en lien du coup avec le vivant, mieux connaître nos plantes. Donc ça faisait vraiment sens d'être là. Ouais, c'est génial. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant qu'on s'attarde un peu sur la teinture, toutes ces problématiques, ce genre de choses. Déjà, pour commencer, quelles sont un peu les problématiques de la teinture aujourd'hui ? Pas la teinture végétale, mais la teinture de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je pense, avant de parler de chimie, on va déjà... Le problème aujourd'hui, c'est que c'est la quantité. Déjà, que ce soit du végétal ou du synthétique, l'industrie textile est si énorme que il y a un problème de masse de pièces teintes déjà d'une part, et puis ça se passe souvent dans des pays. C'est concentré dans certains pays en fait, qui sont un peu les usines, les ateliers de tous les autres, dans lesquels il y a parfois, mais pas toujours, des régulations d'utilisation de produits, et où du coup les contrôles sont pas faits et ça crée des désastres écologiques, parce qu'on rejette dans les fleuves, on rejette comme ça, il n'y a pas de traitement. Et évidemment il n'y a pas que la quantité qui joue, il y a aussi ce qu'on met, et même parfois dans d'infimes proportions, ça peut avoir un impact, mais là, rien que ça, c'est terrible. Ensuite, sur ce qu'on utilise en termes de produits, alors les colorants de synthèse qui sont majoritairement utilisés, déjà, premier problème, c'est la pétrochimie, donc on dépend de synthétisation. De cette synthétisation et des énergies fossiles. D'autre part, il y a quand même beaucoup d'adjuvants utilisés qui sont encore des adjuvants très toxiques. Donc si nous, en teinture végétale, on essaye justement d'aller chercher au plus propre, au plus phytosanitaire, parce que c'est logique dans la pratique, ce travail n'a pas été fait dans tous les adjuvants qui sont utilisés en teinture de synthèse. Juste adjuvant pour adjuvant, être clair. C'est un peu l'équivalent du mordensage, c'est-à-dire pour que le colorant tienne, il faut des substances qui peuvent être très nocives. Okay. Alors moi je suis pas spécialisée en teinture de synthèse, donc je connais pas forcément le détail de tous ces adjuvants, mais je sais qu'il y a encore même de la teinture au chrome qui se pratique et qui fait partie des métaux lourds. Donc c'est un peu l'addition de tout ça, la vitesse avec laquelle se font toutes ces productions qui fait que les écosystèmes n'ont pas le temps de se régénérer aussi, et donc ça déverse beaucoup trop. Donc c'est pour l'écosystème, mais aussi pour le teinturier qui fait ça, pour l'utilisateur, il y a des émanations, il y a Et puis pour les consommatrices et les consommateurs qui mettent ces vêtements sur leur peau. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, cette dernière étape, mais finalement... Bien sûr. Et il n'y a maintenant ça commence à apparaître, mais les obligations d'affichage, c'est-à-dire sur un vêtement, on ne sait pas comment ça a été teint, ni où, et on peut très bien, il y a eu évidemment de temps en temps, il y a des scandales parce que certaines personnes peuvent réagir par contact direct, par capillarité, exactement, avec la peau, et on ne sait pas forcément ce qui est utilisé. Et je pense qu'on serait assez étonné d'ailleurs si on faisait des étiquettes comme pour la nourriture avec tous les composants qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, on serait un peu étonné de ce qu'il y a dans nos vêtements, mais
mais c'est vrai. Ouais. Et à contrario, là justement, moi je voulais faire certifier certains procédés de teinture. Ouais. Et j'en discutais avec un organisme, ils disaient listez-nous tous vos composants, faites-nous des fiches techniques et tout. Et en fait, ils étaient un peu déjà frappés par le peu d'ingrédients qu'on utilise. Déjà, voilà, on en met peu, et ce sont des choses qu'on trouve dans une maison, de l'acide citrique, du carbonate de soude, évidemment les plantes, mais assez peu finalement de produits. Donc déjà, c'est rassurant. Sur une étiquette, on pourrait lister. Oui, on ne serait pas voilà, mais affolé. Ça, c'est un travail qui serait vraiment intéressant. Ouais. Et donc, on en a listé quelques-uns, là, des avantages de la teinture végétale, mais quels sont, grosso modo, les avantages écologiques de cette teinture-là? Parce que tu recycles tes bains aussi, je crois. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble, finalement. C'est pas seulement ce qu'il y a dans la teinture, c'est aussi la façon dont on fait, quoi. C'est ça. Il y a une façon de pratiquer, parce qu'on peut jeter les bains et perdre du colorant... bien sûr aussi, mais on essaye d'imaginer du coup une façon de travailler dans laquelle on épuise complètement nos bains. Donc ça nous est permis, comme on fait nos propres collections, on a une liberté de dire voilà, ce bain je l'utilise pour tel type de tissu, tel type de série, et je vais au bout je l'épuise, je rejette aucun colorant. Neutraliser même des bains, c'est-à-dire qu'entre un bain de mordançage et un bain de colorant, s'il restait dans l'un et dans l'autre un petit peu d'éléments, en fait on peut les neutraliser l'un avec l'autre pour créer des pigments en fait qui servent à faire des peintures par exemple. Okay. Donc ça nous arrive souvent, il y en a là quelques-uns qui sont en attente, où il y avait peut-être un fond de réséda et puis il y a un fond de casserole où il y a eu un mordançage à la lin. Et on peut les combiner et du coup laisser décanter pour faire des pigments. Du coup, vraiment, là, on perd rien, on rejette une eau. La circularité. Voilà, et ça, on le fait, nous, régulièrement, parce qu'à notre échelle d'atelier, on y arrive. Dans les autres avantages, bon, déjà, moi, je trouve que c'est très beau, la couleur végétale. Elle est harmonieuse, toutes les couleurs se répondent entre elles, c'est... Mais d'ailleurs, j'ai des produits devant moi. Enfin, à aucun moment je peux savoir. Enfin, c'est tellement bien fait que on peut pas se dire tiens, ça fait très artisanal ou enfin, c'est vraiment une qualité assez incroyable, moi je trouve. Ah oui, on peut faire des couleurs même assez intenses, bien sûr. Et je trouve qu'il y a une vibrance. Donc souvent, quand on regarde une couleur végétale et si après on regarde une couleur de synthèse, on peut se dire ah oui, effectivement, il y a une profondeur dans celle-ci qu'on constate, qu'on n'a peut-être pas tout le temps. Nous, ce qu'on aime travailler justement, c'est soit des effets de dégradés, de combinaisons de couleurs, ou alors d'effets qui restent assez sobres, qui permettent de montrer qu'il y a eu un geste artisanal sans aller trop loin dans le motif ou autre, ou alors de combiner des techniques de teinture avec du tissage ou avec de la maille, etc. Et de faire sentir effectivement ce qu'il y a eu comme travail en présentant des couleurs ensemble, les effets de dégradé qui sont un peu partie intégrante des collections. Ouais, tout ce qui est tie and dye, ou ce genre de choses en fait. Ouais. Autre intérêt, on parlait des intérêts écologiques. Alors déjà d'être en lien avec le vivant, avec cette ressource qui est renouvelable, qui repousse, si tant est qu'on arrive à avoir de la disponibilité, bien sûr, mais on peut aussi utiliser pas mal de déchets ou de coproduits, soit de l'agriculture par exemple. Donc on a fait beaucoup de tests là, avec des pelures d'oignons qui arrivent de producteurs en Bretagne, ou d'artichauts, de ce qui reste de la plante artichaut une fois qu'on a mangé l'artichaut. Et là il y a plein de colorants hyper intéressants. La taille d'arbres aussi, ça crée beaucoup de masse végétale et ça peut être vraiment utile pour faire des couleurs. Donc c'est une façon de se questionner sur, outre les plantes qu'on cultive, mais d'autres sources qui pourraient être intégrées pour faire de la couleur. Et là, il faut être un petit peu astucieux pour commencer à proposer des choses en plus grande quantité. Mais ça devient vraiment des sujets intéressants quand on veut proposer, peut-être pas sur une échelle industrielle équivalente, mais en tout cas un premier pas de changement d'échelle.
C'était l'une de mes questions d'ailleurs. Ouais. C'est est-ce qu'on peut utiliser la teinture végétale à un petit peu plus grande échelle? Alors le but c'est pas non plus de repartir dans cette frénésie. Enfin, il faudrait qu'on produise moins et qu'on consomme moins. Donc il y a un vrai sujet sur ça, mais de pouvoir l'utiliser à un petit peu plus grande échelle pour remplacer peut-être la teinture synthétique. Est-ce qu'on peut l'imaginer ça? On peut complètement l'imaginer, puisque c'est finalement des procédés qui sont pas très éloignés de la teinture de synthèse. On peut fabriquer des extraits de plantes qui s'utilisent un petit peu comme des poudres de couleur de l'industrie et qui peuvent tout à fait passer dans des machines habituelles. Alors elles ont une particularité, peut-être parfois de laisser un peu de dépôt, il faut trouver des systèmes de filtration, mais finalement c'est un peu du détail technique. Mais la transposition, elle est tout à fait possible. En industrie, des machines qui chauffent, qui brassent, ça se fait déjà. Donc finalement, c'est pas très compliqué. La difficulté, c'est qu'on peut un peu moins standardiser. C'est-à-dire qu'on fait pas tout à fait pareil, les jaunes, les rouges, les bleus. Voilà, l'indigo, c'est un peu différent. Si on veut faire du vert, du coup, il y a plusieurs passages. On n'a pas tout de suite la poudre magique et ça demande d'être plus ingénieux, peut-être plus patient pour proposer des protocoles. Certaines couleurs sont plus difficiles à obtenir, bien sûr, surtout tout ce qui est fluo, tout ce qui est teinte très très intense comme ça, parce qu'il y a des azurants, des composants particuliers. Mais après, la palette de couleurs générale, elle peut se faire. C'est la disponibilité, la ressource de plantes pour certaines couleurs. Mais on peut imaginer de teindre, donc teindre en masse toute la fibre dans une couleur très foncée, mais on peut aussi imaginer qu'on imprime, par exemple, ou qu'on teint la pièce partiellement, ou qu'on teint du fil qu'on vient ensuite tisser. Je pense qu'il y a d'autres façons d'imaginer du coup la quantité de plantes nécessaires, la quantité de matière ou de couleurs. Voilà, c'est un chantier. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Donc, je suis en interaction avec des gens qui se posent ces questions-là justement pour essayer de sortir des plus grandes séries. Il y a même des industriels qui s'y intéressent. C'est encourageant. Ça plaît, c'est encourageant. Il y a une demande. Évidemment, il va falloir rentrer par les critères. Les mêmes critères quasiment de solidité, de résistance, de qualité, bien sûr. Donc, je dirais que c'est en cours. Il y a déjà des choses qui se font, qui sont proposées. Mais voilà, plus on va être nombreux en teinturiers, en artisans, en designers à essayer d'aller vers ça, je pense que ça fera son chemin de mieux en mieux. Ouais. On est un peu au début finalement d'une nouvelle révolution, en tout cas sur la teinture. En tout cas, on peut l'espérer. J'espère. Ouais. Et c'est vrai, comme tu dis, il faut aller de toute façon vers un peu plus de sobriété. Mais malgré ça sera peut-être des productions de niche. Il y a aussi quelque chose aujourd'hui, c'est que la majorité des fibres produites et transformées, c'est quand même le polyester, voilà, qui est finalement du plastique en fait, et qui n'est pas compatible avec la teinture végétale. D'accord. Donc ça, c'est sûr. Ça n'accroche pas, c'est ça. Ça n'accroche pas. Okay. C'est vraiment pas du tout une structure de fibre qui permet de faire ça. Donc il peut y avoir un petit dépôt de surface, ça peut se teinter un tout petit peu, mais qui dit teinture végétale dit fibre naturelle. Voilà. Donc coton, ça reste cohérent, j'ai envie de dire. Ça reste cohérent et du coup ça encourage aussi à faire des fibres naturelles. Et à laisser tomber le synthétique. Et puis finalement, j'ai l'impression que la teinture végétale, c'est un peu une invitation à ralentir aussi, à revoir notre rapport au temps, à se poser plus de questions. Enfin, c'est aussi intéressant d'un point de vue intellectuel, quoi. Tout à fait. Ça questionne le rapport au passé déjà, mais aussi l'utilisation d'une pièce, parce que finalement, même si d'aventure, après, je sais pas, 10 lavages ou après quelques années, la pièce, un vêtement qu'on aurait porté pouvait un peu évoluer, on peut la reteindre, on peut prendre le temps de la réparer, et ça se fait plus facilement avec ce type de pratique. De prendre soin de la pièce et de la faire durer qu'avec évidemment avec des vêtements conçus autrement. La teinture végétale, elle fait quand même partie de cette démarche un peu slow fashion ou slow design, parce que pour faire bien les choses, il faut quand même passer par un temps de conception, d'affinité entre la fibre qu'on utilise et la plante. Et cette relation, elle est toujours un peu nouvelle finalement, parce que le tissu, il a peut-être été tissé différemment, apprêté différemment. Donc il y a toujours ce moment quand même un peu d'échantillonnage, de recherche. Donc pour le faire bien, on prend vraiment ce temps.
Et puis pour créer des effets, pour créer des résultats intéressants. Et ça demande de l'énergie. C'est une pratique quand même physique et ça demande un peu de temps. Ok. Et est-ce qu'il y a des limites à la teinture végétale ? On a parlé du polyester qui ne marche pas, ça ne matche pas, mais est-ce que tu vois d'autres limites peut-être ? Est-ce que après 20 lavages, la couleur tient aussi bien qu'une teinture synthétique par exemple, ou ce genre d'aspect-là ? Oui, si on a pris une bonne plante. Ouais. Il y a des si on l'a bien fait. Voilà, si on l'a bien fait et si on a pris vraiment des colorants qui sont solides. Il y en a plein qui marchent pas. On peut avoir un truc qui a l'air vraiment super comme ça et puis en fait tu laves et tout s'en va. Ça arrive. Mais si on utilise Garance, Reseda, Indigo et puis d'autres, déjà là on a quand même une garantie de qualité, de solidité si on l'a bien fait, bien sûr de plusieurs lavages et de plusieurs années. C'est souvent plus la résistance lumière en fait qui nous inquiète parce que les UV c'est assez fort et c'est souvent ça, si on le laisse vraiment à la lumière très longtemps, ça peut avoir tendance à davantage ça que le lavage, je dirais. Okay. Bon, après, c'est peut-être juste sur certains produits parce que c'est rare de laisser son t-shirt en plein soleil. Et c'est vrai, des colorants de jours. Synthèse aussi. Oui. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même des couleurs qui tournent, même au lavage et tout. Oui, en plein soleil, qui du blanc, le blanc qui jaunit. Enfin, il y a quand même plein de choses comme ça. Donc non, dans un usage, classique, ça peut avoir de très très bonnes tenues. Ok, génial. Je voulais parler aussi d'une vidéo que j'ai regardée récemment d'un journaliste américain qui essayait de teindre un jean avec de l'indigo. Il avait acheté une boîte de colorants synthétiques, c'était pas du naturel, pas du végétal, et il a réalisé pendant la vidéo à quel point les produits utilisés étaient vraiment chimiques, néfastes. Et le paquet disait de jeter l'eau dans l'évier. C'est ce que, et les consignes recommandaient aussi de porter des gants. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et on se dit, ok, donc ça c'est à l'échelle d'un pantalon. Mais avec la fast fashion, l'ultra fast fashion, c'est à l'échelle de milliers, de millions de jeans, voilà. Donc il y a une vraie catastrophe environnementale, je trouve. On n'a pas forcément conscience de tout ça. Et puis l'eau qu'on jette comme ça, ce que tu disais, qui est pas recyclée, qui est pas filtrée. Dans certains pays, on dit même que on connaît la couleur de la prochaine saison en regardant la couleur des rivières. Enfin, c'est assez dramatique quand même. Et le reportage parle de 70 000 tonnes de teinture indigo synthétique fabriquées chaque année. Je trouve que c'est quand même énorme. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce genre de chiffres, ce genre d'expérience de ce journaliste? Quand, je sais pas si t'as vu la vidéo ou pas, mais j'avais mis le lien. Je l'ai vu. C'est effrayant. C'est effrayant. Et puis, alors on sait que, en fait, c'est ambigu, c'est-à-dire que, comme tu dis, on le voit pas. On se dit, malheureusement, c'est là-bas, dans un pays loin et tout, et on sait vaguement la catastrophe que ça peut être, mais c'est une réalité pour certaines personnes. Mais en fait, on est une seule planète. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que ça se passe là-bas, mais en fait, ça nous impacte tous en tant qu'humains et puis même en tant que planète. Donc c'est comme tout, on n'arrive pas à mettre vraiment le bouton stop pour dire là il faut vraiment tout arrêter, mais tout. Mais en réalité c'est ce qu'il faudrait faire bien sûr. Donc pourquoi et on se questionne chacun, on fait chacun partie de la demande, on achète des jeans. C'est une question de sensibilisation. C'est comme les sujets d'alimentation et autres, et à quel moment on arrive à dire non, là j'arrête, je peux plus cautionner. Ça m'inspire qu'effectivement tous les rejets, et nous on travaille sur ces rejets, là nous on rejette tout au jardin par exemple, donc on sait quand on rejette un bain il n'y a plus rien dedans, et s'il reste des choses, c'est plutôt des nutriments en fait qui peuvent retourner à la terre, à cette petite échelle là. Mais dès que tu changes d'échelle, évidemment t'as beaucoup de choses quand même qui se rajoutent, donc il faut être mieux informé, je pense. Et comme tu parlais de l'étiquetage, et ce sont des choses qui, je pense, sont dans l'air du temps. Oui, parce que c'est vrai qu'on réalise pas. En fait, c'est vrai que quand on achète un jean, autant sur les produits de beauté, dans l'alimentation, on a
je trouve, on a pris conscience de l'impact direct sur notre santé. Oui. Mais avec la teinture, oui. Enfin, je veux dire, quand on voit un jaune fluo, un rose fluo, il y a moyen que ce soit quand même ultra chimique. Mais c'est ça. Et que ça soit pas très bon pour la santé. On peut en avoir envie. On peut, exactement. Voilà, ça crée quand même. En fait, il y a aussi une habituation de l'œil et des couleurs un peu désirables, des choses qui nous font envie, qui nous donnent envie d'acheter. Et ça, c'est un gros sujet, comme d'imaginer la société de demain qui nous fait quand même envie, même avec sobriété, même en changeant pas mal d'habitudes. C'est un peu pareil, en fait. On est habitué à un univers coloré, à un certain type de mode, de façon de faire les vêtements. Et si on passait tout ça en couleur végétale, on pourrait quand même faire des choses très belle et très enviable qu'on aurait envie de porter, mais il faut changer vraiment son disque dur, quoi. Et ouais, ça va prendre un peu de temps, simple. Mais ça prend un peu de temps, ou alors il faut que ce soit brutal. C'est ça. Mais ça se passe pas pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on continue et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc. Et toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Parce que, donc, tu le disais, tu travaillais dans la mode avant de devenir teinturière, en tout cas d'en faire ton métier. Tu étais styliste, c'est ça ? Oui. Oui. Donc, à quel moment tu as pris conscience des dérives, qu'elles soient environnementales ou sociales d'ailleurs ? Je prétends pas être exemplaire non plus, mais... Non, bien sûr. Personne ne l'est, je crois, de toute façon, c'est pas l'objectif. J'ai pris conscience déjà que ça allait trop vite et que ça faisait pas de sens quand à mon échelle de création, de changer autant tous les modèles, toutes les collections, tous les patronages, tous les tissus, que c'était pas la bonne formule pour moi. La couleur était vraiment importante et je ne voyais pas d'autre façon de faire que d'aller vers cette voie. J'ai toujours beaucoup aimé les plantes, la botanique, donc ça m'attirait en fait depuis longtemps. Et j'avais déjà intégré des valeurs sociales, notamment même dans ma marque précédente qui s'appelait Rosa Tapioca, donc c'était de la mode femme. Je travaillais avec des ESAT, je récupérais du tissu, je faisais beaucoup d'upcycling, pas de teinture. Mais quand tu vas dans les ateliers, déjà, tu te rends compte de ce qui va pas, de toutes les chutes de tissu qui sont jetées, par exemple, rien que ça, du travail que ça représente de fabriquer des vêtements, de l'implication que c'est, par les gens qui travaillent dans les ateliers, par les créateurs aussi. C'est un peu, ça se porte à bout de bras quand même. Et je pense qu'en concevant cette deuxième marque, Hall, du coup, j'avais quand même un peu d'expérience et il y a des valeurs très fortes que je voulais impulser, des valeurs personnelles sur lesquelles moi j'avais aussi avancé pour plein de raisons d'alimentation, de conscience environnementale et autres. Et donc, je voyais pas comment faire autrement que d'essayer d'aller vers ce qui pouvait s'apparenter au mieux, fabrication locale, sourcer des matières écologiques avec moins d'empreintes, recycler mes chutes ou ne pas faire de chutes du tout. Évidemment, la teinture végétale qui s'intégrait complètement, ne pas créer de déchets, ne pas acheter de plastique. Donc on n'a pas d'emballage plastique non plus. Donc tout un tas de points sur lesquels je voulais essayer de faire mieux. Et donc ça a donné naissance à ce projet. Ok. Donc ça a été finalement progressif, quoi. Comme ça a été progressif. Ça a été progressif, et puis le déclic d'expérimenter en fait la teinture végétale aussi, et puis comment dire, c'est très beau, c'est assez ludique, c'est assez magique aussi. Je pense que ça m'a donné envie d'en faire plus, d'aller plus loin. Et en le comprenant mieux, et ça faisait énormément de sens. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'environnement, mais finalement le social, même dans la teinture végétale, c'est aussi protéger les gens qui teignent les vêtements. Bien sûr. Parce que j'ai parlé des conséquences pour les consommatrices et consommateurs, mais pour les gens qui sont en contact de ces bains tout à fait. De couleurs synthétiques, ça aussi c'est dramatique. Oui. Alors, et justement, c'est ça qui est intéressant là sur la connaissance des plantes, parce qu'une plante, elle peut être très toxique aussi. C'est vrai. Parce qu'elle est naturellement là que, au contraire, il y a des plantes, il y a des
bains dans lesquels tu mettrais pas les mains. Donc il faut les connaître, ces plantes-là. Et on essaye de, évidemment, pas utiliser des plantes qui ont une toxicité. Mais oui, c'est hyper important pour l'artisan qui agit et pour le consommateur qui ensuite le reçoit sur sa peau, ou les petits bébés qui vont mâchouiller des langes qui ont été teints en végétal. C'est vrai. Donc, ouais. Il faut faire attention à toutes les personnes Absolument. qui travaillent sur cette chaîne de fabrication. Absolument. Quoi. Et comment tu vois, toi, évoluer l'industrie textile dans les prochaines années ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la transformer un peu profondément ? Je sais que ça fait un peu question un peu complexe, mais dans les grandes lignes, vers quoi on va ? Enfin, ou en tout cas, vers quoi il faudrait aller, ou comment la transformer Il y a beaucoup d'initiatives, déjà. Ça, c'est positif. Ça reste sur des petites productions pour l'instant, mais que ce soit, par exemple, le Coq Sportif, là, qui a fait une collaboration avec nous, qui essaye de faire une basket 100% végétale, un cuir à partir de raisins, un caoutchouc, matière biologique, teinture végétale. Donc, des initiatives, des essais de capsules ou de petites productions éco-conçu, on peut dire, où il y a vraiment un travail sur l'ensemble des matériaux, de la chaîne de fabrication et autres. Et d'autres, là, que je constate et avec lesquels je suis en discussion. Donc, je sens qu'il y a plein d'envie d'essayer. Au moins sur un produit ou une couleur ou un type d'offre, d'essayer, de se prêter au jeu et de voir comment toute la chaîne existante du fabricant, du teinturier, etc. va réussir à suivre, et si le prix fonctionne aussi. Et si le produit plaît. Voilà, si le produit plaît, s'il se vend bien, si l'offre prix est bien pensée. Donc je pense que c'est une très bonne façon de faire, d'imaginer. Ce que je constate, ou ce que j'aurais envie d'imaginer, de proposer, c'est que justement, parfois il y a des très très grosses structures, des grosses usines, des gens qui ont des habitudes de fonctionnement, qui ont plus de mal à changer, évidemment. Mais c'est en se mettant en lien avec des plus petites structures, comme nous par exemple, plus réactives, qui sont capables d'essayer ou de faire des productions un peu témoins, et en se fédérant justement ces différentes structures moyennes, que ça pourrait, je pense, avancer. Et de proposer des solutions qui ensuite peuvent se développer éventuellement à un peu plus grande échelle. Mais c'est dans la souplesse de toutes ces initiatives qui se combinent, qui se mutualisent, qui discutent entre elles, qui s'améliorent. Des créations de filières, ça se fait dans la fibre par exemple. Là, une filière laine qui essaye de se remettre en place en France, en allant du producteur éleveur jusqu'au tissu final qui est proposé aux designers, et faire en sorte que l'un et l'autre se comprennent et améliorent et sélectionnent leurs pratiques pour que ça puisse vraiment fonctionner. Donc c'est un peu comme ça que je l'imagine. Donc il y a des initiatives aussi sur le chanvre. Là, ça fait plusieurs années qu'il y a du chanvre textile qui est planté. Bon, le lin, déjà une longue histoire, mais le chanvre textile est vraiment intéressant, et on pourra, nous, s'en emparer, essayer de poursuivre un peu cette filière qui est vraiment une alternative au coton, en fait, qui pose beaucoup de problèmes. Donc sur la fibre, sur la teinture, améliorer les procédés. Évidemment, le côté fabrication, et il y a quand même beaucoup de chantiers d'insertion textile aujourd'hui qui existent. Nous, notre fabricant est un chantier d'insertion par la couture. Donc c'est différents points, en fait, en tout cas dans l'univers de la fabrication, que ce soit vêtements, déco ou autre, qui essayent, qui s'améliorent petit à petit. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur notre territoire, en France. On a beaucoup de savoir-faire, on a beaucoup même de possibilités de cultiver. Donc il ne faut pas que chacun essaye dans son coin. Moi, je crois vraiment à la transversalité, et puis au fait qu'on se parle et qu'on se réunisse, tous les spécialistes un peu de chaque domaine, et qu'à force d'avoir des projets un peu pilotes comme ça avance. Ouais, non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et alors, la dernière question rituelle du podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? La fameuse question. La fameuse question, à laquelle je n'ai pas du tout réfléchi. Y a des femmes qui m'inspirent beaucoup. J'ai envie de citer Frida Kahlo, là, par exemple, parce que je voulais voir l'expo, mais qui m'inspire par sa liberté, par sa force, par sa témérité, sa pugnacité,
son style, son avant-gardisme, voilà, ce côté un peu folie et envers et contre tout et créatif malgré les difficultés. Ça c'est vraiment un des modèles qui m'inspire beaucoup. J'ai lu ses biographies, vraiment ça me parle beaucoup. C'est déjà un beau modèle. Ah ouais, c'est très fort. Et du coup, plus proche, je pense à quelqu'un, alors que j'ai pas connu directement, mais je pense qu'il a irradié dans toute ma famille côté maternel. Mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Rosa, et en fait qui était couturière, qui m'a inspirée de créer ma première marque, Rosa Tapioca, par laquelle j'ai commencé à coudre sur sa machine à coudre que j'avais eue par une de mes tantes. C'est une famille, beaucoup de femmes, donc il y a eu des transmissions comme ça. Et en fait, c'est intéressant, de fil en aiguille, ça m'a amené en fait jusqu'ici, où aujourd'hui je m'éclate. J'ai trouvé le domaine qui me plaît. Que ce soit la couleur, la botanique, la couture, la teinture, enfin tous ces aspects qui tournent autour de ma pratique. Mais finalement, ça a commencé par là. Donc merci Rosa. Ok, génial. 2 très beaux modèles. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous et ton expertise sur la teinture. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à Aurélia d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.